Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien. T'es sur Just Do Art by François Pietri, l'émission qui s'attaque au track. Aujourd'hui, je vais te parler de travailler dur pour atteindre tes objectifs. Alors, comme je l'annonçais hier, avant je fais une petite parenthèse, comme je l'annonçais hier, les vidéos vont être plutôt sous forme de podcast maintenant. Donc on continue à voir la vidéo, mais dans pas longtemps, je pense que ça disparaîtra. Dites-moi si vous préférez que ça reste comme ça, ou alors que juste sonore. Donc là, tu peux vraiment aller faire autre chose, te mettre ça dans les oreilles. T'es pas obligé de rester devant ton écran à regarder. Ça te permet vraiment juste d'écouter, comme t'écouterais une émission à la radio. Donc voilà, aujourd'hui, on va te parler de travailler dur pour atteindre tes objectifs. Et c'est essentiel de travailler dur. Parce que peut-être que tu es limité là, lors de tes prestations, de tes performances, à cause de ta technique, ou alors même que cette question technique t'angoisse du coup, parce que tu dis toujours « Ah, est-ce qu'il faut que ma technique soit bonne ?» Oui, bien sûr que ta technique doit être bonne, mais est-ce qu'elle est assez bonne? Peut-être que tu passes des heures à bosser devant un miroir, tu vois, pour maîtriser un geste. Ou alors c'est que t'es narcisse, c'est à toi de voir. Mais bref, tu donnes énormément. D'ailleurs, que tu sois sujet au trac ou pas, parce que dans tous les cas, en fait, peut-être que tu n'as pas le trac, mais en tout cas, ces blocages, ils te poussent à te poser des questions, tu vois, ces blocages, ils te mettent un stress dans ta vie, dans ta vie, dans tous les cas. Et ça veut dire que tes efforts, ils sont pas suffisants. Il faut que tu bosses encore plus. Et vraiment, si tu bosses encore plus, c'est la bonne voie vers le burn-out. Donc voilà, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il faut bosser encore plus. Il faut bosser plus intelligemment, parce que j'imagine que si dès dans ce monde-là, tu bosses déjà énormément. Quand on est dans un monde type artistique, où on fait de la performance, en fait, on bosse déjà comme des fous. On peut pas bosser plus à un moment donné. Donc dans cette vidéo, cette vidéo podcast, on va voir en quoi en arriver à de telles extrémités, comme bosser des 8 heures par jour, 9, 10 heures par jour, sont certainement des erreurs. On va du coup aborder ça avec la loi de Pareto, mais aussi on va parler, alors là c'est plus une de mes propres hypothèses, quelle est cette lubie de travailler dur, et je parle particulièrement du mot dur. C'est pourquoi on veut absolument travailler dur et que c'est ça qui récompense nos efforts. Alors, moi je me souviens, lorsque j'ai commencé mes études, je travaillais des heures et des heures pour être finalement en fait qu'en dessous de la moyenne. Et tu ressens peut-être toi la même chose, je sais pas. Peut-être que tu bosses dur et que ton entourage, ta famille, tes profs ont l'impression même que tu fais rien. Moi ça m'est arrivé, et même encore aujourd'hui, quand je parlais avec ma mère, elle dit « Ouais, quand tu étais à Paris, à l'époque, tu foutais rien. » Alors que ça a été la période où j'ai bossé, j'ai fait le plus d'heures. J'ai jamais travaillé autant mon instrument que quand j'étais là-bas. Et pourtant, l'impression que ça a laissé, c'est que je foutais rien. Mais en fait, je foutais pas rien. Je faisais juste les choses pas dans le bon sens. Et donc, du coup, après, tu te mets à penser, tu vois, forcément, les gens ont l'impression que tu fous rien, donc tu commences à te dire, en fait, c'est que je suis pas capable de faire ça, c'est pas fait pour moi, il faut peut-être que je fasse autre chose. Et dans cette situation, c'est facile de pas se sentir à sa place, de dire que t'as rien à faire là. Et ça rajoute du stress et du trac, particulièrement si t'es traqueur déjà de base. Du coup, pour éviter ça, il va falloir se poser certaines questions, des questions qui font peur, mais qui sont, pour moi, puissantes. Alors la première, c'est vraiment te demander pourquoi je fais ça. Et quand c'est pourquoi je fais ça, peut-être te poser d'autres questions, des sous-questions. D'ailleurs, je vais t'en énumérer quelques-unes. Après, tu peux même mettre le truc en pause et prendre le temps de te poser les questions pour toi, vraiment. Est-ce que tu fais ça pour qu'on soit fier de toi? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux être connu? Tu veux connaître la gloire? Alors du coup, si c'est ça, il faut à nouveau te poser la question. Pourquoi? Toujours, à chaque fois que tu as cette réponse, en fait, derrière, il faut encore aller plus loin, mais pourquoi? Pourquoi je voudrais être connu? Pourquoi je voudrais qu'on soit fier de moi? Est-ce que tu fais ça parce que tu peux pas t'imaginer vivre sans ce truc-là? C'est comme arrêter de respirer. Pour toi, si je suis sans ce truc-là, j'arrête de respirer. Est-ce que tu penses que ça... Je sais pas, c'est quelque chose qui va te permettre de faire le bien autour de toi, tu vois, d'apporter du bonheur aux gens, de peut-être aider le monde, de rendre le monde meilleur. Aider le monde, c'est pas forcément être quelque chose de matériel, hein, ça peut être une philosophie beaucoup plus profonde. Pose-toi ces vraies questions, et à chaque fois que tu as une réponse, repose-toi un autre pourquoi derrière, pour arriver vraiment à l'essence vraiment de la question. Donc si tes réponses sont satisfaisantes, que
que dans ton pourquoi, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autre pourquoi. C'est-à-dire que pour toi, tu peux pas respirer sans faire ça. C'est parce que tu peux pas t'imaginer sans ça. Ou parce que pour toi, c'est la plus belle chose au monde et que le monde entier devrait connaître cette chose que tu fais. Pas par rapport à toi-même, pas pour être connu. Juste par cet art, par exemple, que tu fais, il faut que cet art, tout le monde le connaisse parce que c'est incroyable. Et que tu penses que ça rendra le monde meilleur, alors là, oui, fonce. Par contre, si tu le fais pour d'autres raisons, parce que tu veux que ta famille soit fière, ou parce que pose-toi la question, vraiment, à ce moment-là, peut-être que tu n'es effectivement pas à ta place. Donc, du coup, si tu es satisfait de ta réponse, si tu es sûr d'avoir trouvé le carburant qui te pousse à agir dans cette voie, alors là, tu as la deuxième question. Et ce n'est pas la question de comment je vais y arriver, ou alors pourquoi je n'y arrive pas. Ça, ce sont un peu les questions qu'on te dit de te poser, mais qui sont en fait des fausses questions parce qu'elles te focalisent sur ta situation, vraiment. Et il faut plutôt se demander que font les autres qui y arrivent. Et là, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je te mets le lien, l'imitation, imiter les grands. Que font les autres? Parce que imagine, tu fais une course de voiture et tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et tu t'entraînes, tu vois, t'es à fond avec ta voiture, mais ça marche pas. Ben ouais, mais ça marche pas, mec, parce que toi, en fait, t'es dans une voiture à pédale pendant que les autres, ils sont dans une Formule 1. Donc, tu peux t'entraîner autant que tu veux, et c'est pas une question de matériel. C'est tout simplement que toi, t'es en train de bosser tes jambes, hein, tu pédales comme sur un vélo, et pendant qu'eux, en fait, ils bossent juste leur trajectoire et leur passage de vitesse. Donc, t'es pas du tout en train de travailler les bons réflexes, pas du tout. Toi, t'es en train de faire un effort physique très dur, pendant qu'eux, ils font quelque chose de complètement différent. Donc, toi, tu te fracasses, tu te tues, tu te fatigues, pendant qu'eux, ils apprennent juste à passer des vitesses et à prendre les bonnes trajectoires. Alors attention, je dis pas que c'est facile, c'est hyper fatigant aussi, mais c'est pas la même fatigue. Donc toi, tu t'es épuisé sur une partie de ton corps qui avait pas besoin de cet épuisement pour faire les courses de voiture que tu voulais faire. T'apprends pas à lire dans le noir, quoi. Donc, alors imagine maintenant, en fait, que tu as de la lumière pour apprendre à lire. Imagine que pour 4 fois moins de temps, tu aies des résultats supérieurs. Tu pourrais avoir plus de temps ou alors plus de productivité. Après ça, à toi de choisir, c'est toi qui vois ce que tu veux faire. Mais surtout, le plaisir que tu aurais en fait à ne plus être angoissé, à ne plus te poser la question, tu vois, de ce que tu dois faire. Donc bref, du coup, pour parler de tout ça, on va parler de la loi de Pareto. Alors, la loi de Pareto, ou encore la loi des 80-20, vient d'un économiste italien de la fin du 19e siècle qui s'appelait Wilfredo Pareto. En gros, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Alors par exemple, c'est un truc que tu peux... Lui, il a vu ça en étudiant les économies des pays autour de lui, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Prusse. Mais c'est un truc que tu peux voir dans la vie de tous les jours, sur plein de domaines. En fait, tu te rends compte que la loi de Pareto, elle ne va pas que sur l'économie. Par exemple, dans ta penderie, il y a de grandes chances, enfin dans ta commode, ta penderie, dans tes habits, ta garde-robe, il y a de grandes chances qu'en fait, tu ne mettes que 20% des habits que tu as. 80% des habits que tu mets sont 20% de ta garde-robe. 80% du temps que tu passes avec tu passes 80% de ton temps avec 20% de ton groupe d'amis. Tu passes pas du temps de la même manière avec tout le monde. Et c'est pareil, t'as des centaines et des centaines de chaînes de télé, mais je suis sûr que 80% du temps que tu passes devant la télé, c'est seulement devant 20%, voire même moins que 20% de ces chaînes de télé que t'as. C'est pareil, les épices que tu as à la maison quand tu cuisines. Je suis sûr que 80% de ce que tu cuisines qu'avec 20% des épices que tu as, voire moins. C'est toujours pareil, c'est pas forcément 80-20, mais c'est l'idée générale qu'il faut sortir. Et j'ai même un exemple encore mieux, c'est moi l'été, dans ma piscine, je passe 80% de mon temps sur les marches. Parce que je kiffe me rafraîchir à cet endroit-là, au lieu de pouvoir nager. Tu vois, 80% de mon temps, je le passe sur 20% de l'étendue de la piscine. Et encore, j'ai 20%, les marches, je dirais que c'est plutôt 5%. Donc il faut du coup te demander quand tu bosses, vraiment, qu'est-ce que tu fais qui n'est que du remplissage de temps? Qu'est-ce que tu fais qui est inutile?
Peut-être que tu passes beaucoup de temps, si tu es musicien par exemple, sur les exercices techniques, comme les gammes, mais en fait sans être focalisé sur quels problèmes techniques les gammes peuvent t'aider. Pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps à me satisfaire du fait que je m'exerçais dur et beaucoup. J'étais dans une inversion un peu de la loi Pareto, c'est-à-dire que je passais 80% de mon temps à faire seulement 20% des exercices qui sont utiles. En fait, je m'entraînais surtout voilà, j'avais l'automatisme, mes doigts. Alors ça, par contre, c'était très bien. Tu vois, j'avais un très bon automatisme, j'avais les doigts qui allaient vite, j'avais beaucoup travaillé pour la langue et tout. Mais je travaillais pas sur la flexibilité, certaines choses. En fait, je travaillais automatiquement, mais j'ai aussi automatisé des mauvais réflexes parce que je faisais pas attention à ces choses-là. C'est pareil, tu travailles dans un bureau par exemple, tu passes beaucoup de temps avec les mails, à les ouvrir, à lire les mails, à les regarder, à répondre à ces mails, au lieu de vraiment faire ce que tu dois faire. Alors ça, parfois, c'est même des défauts dans les bureaux, c'est que c'est même pas de la faute des employés, c'est des fois le système entier qui est comme ça. On te demande d'ouvrir tes mails, en fait non. Il faut choisir un moment précis dans la journée où tu vas ouvrir tes mails, etc. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais au lieu de tirer un peu partout comme un fou, là, avec un pistolet à eau, ça te dirait pas, tu vois, de prendre le temps. Tu respires, tu te concentres et PAH! Tu vois, tu snipes un bon coup. Tu fais ça propre, headshot, au bon moment. C'est en gros ça l'idée. Donc vraiment, focalise-toi sur les choses que tu fais et essaie d'éliminer le superflu. Tu vois, essaie vraiment de faire le tri. Jette tout ce que tu fais pour te rassurer. En fait, tout ce que tu fais pour te rassurer, te donner bonne conscience, faut le jeter. Et il faut vraiment garder l'essentiel, ce qui fonctionne, vraiment l'essentiel. Après, pour continuer sur l'hypothèse de... Là, on est vraiment dans une vidéo enfin un peu différente. Hein. Le but, c'est pas vraiment de travailler sur ton track aujourd'hui, c'est plutôt d'aborder certains sujets. Sur l'hypothèse que j'ai par rapport à pourquoi on a tendance à dire qu'il faut travailler dur, je pense que ça vient de notre culture, en grande partie judéo-chrétienne, où il y a un type qui s'appelle Jésus. Donc bon, peu importe tu sois croyant ou pas, t'inquiète pas, je suis pas en train de remettre en cause ça. Mais il y a un type voilà, donc il y a ce Jésus qui a beaucoup souffert pour nos péchés, s'est sacrifié. Et puis il a fait son chemin de croix, donc il a quand même marché longtemps, ça a été dur, une souffrance énorme, même pas pour mériter le paradis, parce qu'il est lui-même le Fils de Dieu, mais tout ça pour que nous, on ait droit à un paradis, en fait, la vie sur Terre. C'est un peu ça, avec les préceptes qu'il a essayé de nous transmettre. Et dans notre culture chrétienne, on a beaucoup appris à souffrir, en fait, à souffrir pour mériter ce paradis, tu vois. Les gens qui montent les marches pour aller à Notre-Dame de la Garde à Marseille, bon, à notre époque, ça se fait plus vraiment, mais avant, ça se faisait, monter les marches à genoux. Et puis, je sais pas si vous voyez, si vous êtes déjà allé là-bas, c'est comme ça, et puis, c'est pas une petite randonnée, quoi. Donc, ils montaient les marches à genoux. Alors maintenant, il y en a qui se mettent juste des cailloux dans les chaussures. Souffrir. Il faut souffrir pour mériter le paradis. Souffrir pour mériter... Et c'est un peu ça, on dit, si on veut réussir à avoir quelque chose, mériter quelque chose, on doit travailler dur. Mais du coup, comme on ne sait pas comment travailler dur, ben on fait des tâches inutiles parce qu'il faut bien remplir ce temps pour travailler dur plutôt que d'être efficace. Et aujourd'hui, si quelqu'un travaille en 1 heure et après fout rien, on va lui dire que c'est un branleur. Alors peut-être, excusez-moi pour le vocabulaire, alors que peut-être qu'il a travaillé beaucoup mieux que d'autres qui font ça en 5 heures. On n'est pas concentré sur les bonnes choses. Et c'est par exemple des boîtes comme Google, ils ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris que permettre aux employés de faire des pauses, d'avoir des petits jeux, des trucs comme ça leur permettait en fait d'être beaucoup plus productifs et beaucoup plus créatifs derrière. Alors que des gens qui travaillent dur, qui ne voient que le week-end comme porte de sortie de leur vie, en fait ils sont malheureux. Et d'ailleurs, c'est ça tout le principe de notre vie. Beaucoup de gens font des métiers qu'ils n'aiment pas forcément, enfin, ou alors ils aiment bien, mais ils sont pas complètement heureux, c'est pas la folie, tu vois. Et ils font ça toute leur vie pour pouvoir profiter d'une retraite à 70 ans. Enfin, maintenant, on va peut-être aller encore... pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Mais en fait, le problème, c'est que faire ce que tu veux, mais quand tu fais rien, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top non plus. C'est beaucoup mieux de faire les choses correctement et ce qu'on aime. Donc voilà, ça c'était pour ma petite hypothèse sur pourquoi on a cette idée toujours qu'il faut travailler dur. Et c'est quelque chose du coup qu'il faut
briser. Et là, j'en reviens au système de croyance. Donc, ce que vous croyez, vous pouvez le changer. Voilà, vous pouvez briser la chaîne et vous dire que on peut travailler de manière efficace sans forcément travailler dur. Ça ne veut pas dire que ça va être simple et ça ne veut pas dire, je ne parle pas de rien faire. Je parle d'optimiser, d'être plus malin. Et moi, j'ai vraiment fait ça pendant des années. Et, comme je dis, à Paris, c'est la période où j'ai travaillé le plus dur, mais le plus dur est tellement. Et à côté, mon entourage pensait que je foutais rien. Et à Mannheim, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai travaillé beaucoup moins, beaucoup moins, et j'ai eu d'énormes résultats. Vraiment, ça a changé ma vie. Je suis monté en flèche parce que je me suis concentré sur ce qui était important. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de changer. Il faut casser un petit peu ses croyances et aller voir un peu plus loin que ce que notre culture a ancré en nous depuis maintenant 2000 ans quasiment. Plus. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Mets un pouce si ça t'a plu. Abonne-toi. Partage. Ciao.